Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Julien Mattern est de retour à l'émission aujourd'hui pour nous parler jeux vidéo, plus spécifiquement de la Super Nintendo, ou connue sous le nom de la Super NES, une console de jeux japonaise qui a été commercialisée à partir de novembre 1990 et qui est considérée comme l'une des plus populaires sur le marché du jeu vidéo. Touché à toutes les consoles de jeux vidéo qui peuvent exister sur la planète. Il ne doit pas en rester plusieurs. Mais moi et Julien, on était surpris de savoir qu'on avait passé tout droit sur celle-là, qui était la Super Nintendo Entertainment ou la Super NES. Ou la Super Famicom, c'était japonais, mais ouais. Ou la Super Famicom, ou d'autres noms qu'on pourrait aller, si on changeait, si on passait à travers tous les pays. Tu pourrais probablement nous sortir un bon 10 minutes de chronique juste sur... Juste de nom. Alors, Julien, bonjour. Bonjour. Alors, Julien est un petit peu poqué ce matin. Il n'a pas eu sa 12e tasse de café. Il est rendu à 11h30. Alors, soyez indulgents envers lui aujourd'hui. Je ne suis qu'une pauvre créature en manque de caféine ce matin. Pour ceux qui sont en soirée, vous faites le maudit, lui, paresseux. Non. Oui, non, c'est ça. Nous, on est le matin, on est de bonne heure. Donc, la Super Nintendo est arrivée, après la Nintendo régulière? Puis après la Genesis, bizarre. Après la Genesis, la Genesis, c'était un peu la réponse de Sega à la performance de la NES, là, pour sortir. Mais la Super Nintendo a été annoncée en 87. Ça a pris quelques années avant qu'elle sorte pour de vrai. Elle est sortie en 90 au Japon, puis en 93 en Amérique du Sud, puis en 91 en Amérique du Nord. Ça a pris. Dans le temps, le Japon avait toujours les meilleurs joueurs que nous autres. On n'était pas à l'époque de la globalisation, c'est que tout le monde avait tout en même temps. Là. On se souvenait du cinéma, c'est qu'on avait les films en français 6 mois après tout le monde. Oui, exactement. Mais les consoles de jeux vidéo sont faites au Japon à l'origine ou ils sont faites aux États-Unis? C'était pas mal made in US ou in Japan, pas mal à cette époque-là. Ça, c'est du made in China. Ouais. Puis distribué partout en même temps ou à peu près. Mais à l'époque, c'était une autre game. On se souvient que la NES avait un design complètement différent. La Famicom, qu'on appelait là, au Japon, avait un design mais totalement différent de celle nord-américaine et européenne. Là. Juste un exemple, les manettes n'étaient pas détachables, elles étaient directement dans la console. Okay. Elle était blanche et rouge, je pense qu'on se souvient de Nintendo. Elle était grise. Et la Super NES ne change pas là-dessus, on reste dans le gris. Gris foncé, gris pâle. Probablement pour éviter d'aller... trop Sega, parce qu'on se souvient qu'à cette époque-là, la guerre des consoles, en tout cas, ce qu'on a
ce qui était, selon moi, la plus grosse guerre de consoles qu'on a connue parce qu'il n'y avait que 2 fabricants. Ouais. C'était pas un 3-1 Nintendo, Microsoft et Sony. C'était non, PlayStation n'était pas arrivé encore dans le décor. Nintendo n'est pas encore assez fait suer chez Sony. Ouais, c'est ça. Sony s'en mêle. Là. On s'en souvient de la chronique aussi que j'avais expliqué que Sony était censé faire l'équivalent de Sega CD pour la Super Nintendo et que Nintendo a fait finalement, on va y aller avec Philips. Quoi? Ouais, c'est ça. Pardon, on va une console. Et ça a été la pire décision de leur existence. Ah non, ils sont... pas le sens que Nintendo a survécu, ils ont encore des bonnes ventes. Mais, tu sais, je sais, par exemple, Sega qui est allé s'associer à Microsoft, puis que Microsoft est parti avec beaucoup des ingénieurs de Sega pour créer la Xbox de l'autre bord après. Ça a fait plus mal à Sega qu'à Nintendo. Sega s'est fait faire très mal par Microsoft. C'est une raison pour moi j'ai pas de Xbox, entre autres, là, à part la fiabilité du produit, là, en général, je dirais. Là. Mais c'est parce que je suis un Sega fanboy, puis ça marche pas pour moi comme ce qui s'est passé. Mais tu sais, je peux donner un exemple. On fait une tangente un peu, là, mais Sega, le gars qui a fait la manette de la Dreamcast est le même ingénieur qui a fait la manette de la première Xbox. Okay. Pour ceux qui sont très similaires. Ouais. Fait que... Puis Sega, à cette époque-là, la manette est noire. Si elle est noire, 3 boutons. C'est ça. Nintendo décide d'y aller avec une manette à 6 boutons, ce qui est extrêmement rare. Puis ce qui leur donnait un edge, par exemple, parce que quand Nintendo commençait à avoir plus de ventes, c'est un petit jeu qu'on appelait Street Fighter 2. Ouais. C'était les premiers à l'avoir. Entre autres, parce qu'ils ont fait un meilleur marketing, pour qu'ils ont approché Capcom un peu mieux que Sega le fait. Parce que Sega finit par l'avoir. Mais ça leur a pris la fille qui crée mettre à 6 boutons pour l'avoir, pour que ça marche bien. Qui ont tout acheté. Tous les petits Sega fanboys comme moi l'ont acheté les yeux fermés. Tout le monde allait mieux que le 3 boutons. Ouais. Mais Nintendo avait déjà une manette à 6 boutons. C'était simple pour eux d'y aller. Puis, tu sais, c'était une console très attendue aussi. Puis, le marketing était très différent. C'est sûr qu'on se souvient que Sega avait un marketing très agressif à l'époque. Ils disaient des trucs comme Nintendo. Ouais. Genesis parce que Nintendo. C'était très, très axé ado, pré-adulte. C'était un peu le début du gaming comme on le connaît aujourd'hui. Où c'est que, oui, il y a des jeux pour enfants. Puis c'est beaucoup Nintendo qui domine ce marché-là. Avec la Switch, avec la Wii U, puis la DS dans le temps. Mais... Sega s'attaquait à un marché plus mature un peu pour ça, mais Nintendo, on se dit ce qu'ils connaissaient. Il y avait la réglementation, pas trop de violence, pas trop de sang. On sait que Mortal Kombat, par exemple, n'avait pas de sang sur la NES, ce qui a fait que Genesis a vendu beaucoup plus au moment de la sortie de Mortal Kombat parce qu'il y avait du sang sur la Genesis, sur la NES. Même si le jeu était plus beau sur la NES, parce que la NES était légèrement plus puissant que la Genesis, puis il y avait la chip FX qu'on appelait, qui permettait de faire un début de 3D. Là. On se souvient de Star Fox, on se souvient de NHL. C'est pas NHL, mais c'est un jeu de hockey. C'était pas dans la lignée des EA NHL 90, 91, 92, parce que c'était exclusif à Sega à l'époque. Mais Sega d'ailleurs avait beaucoup le monopole des jeux de sport à cette époque-là. Je me rappelle encore de EA Sport. It's in the game. EA a déjà été exclusif à une console. Ouais. Pour ceux qui ne savaient pas, était Sega mur à mur. Ouais. Tous mes jeux de sport sont là-dessus. Ça se peut pas. Oui, c'est ça. Mais tous mes jeux de sport sont là-dessus. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que Sega, à l'époque, était une des premières consoles où est-ce qu'on pouvait enregistrer des saisons. Mettons, si je faisais de mon jeu de baseball, j'étais capable de faire une saison avec des séries éliminatoires, puis je pouvais arrêter, puis garder en mémoire ma saison directement là où j'étais. J'avais pas besoin de nécessairement recommencer ou d'avoir comme sur la NES que c'était surtout des codes là, parce qu'il n'y avait pas de mémoire. Il y avait une mémoire, tu pouvais mettre une batterie de monde dans les consoles, mais c'était pas autant utilisé que de nos jours, là, les mémoires internes. Là. Mais écoute, ça n'est plus à ça, les sauvegardes sont sur la console, elles sont plus sur la cartouche à ça. Exact. Ce qui était très différent de l'époque, c'est que ceux qui ont, comme j'avais déjà expliqué pour la Game Boy, ceux qui ont des jeux qui ne sauvegardent plus, vous voyez votre jeu changer la pile. C'est niaiseux, mais c'est ça. C'est ça. Donc, Nintendo fait une console, Genesis, Sega fait la sienne. Sega avait une console qui était sortie depuis un certain temps, ouais. Après ça, on sort la Genesis du côté de Sega, et là, on arrive avec une réplique du côté de Nintendo avec la Super Nintendo, parce qu'on se rend compte que là, Genesis, c'est un plus... il mangeait les ventes de la NES, là, puis il fallait la NES a quand même été très longtemps au top, là. On parle d'une console qui a presque 10 ans. À ça, des consoles qui t'offrent 10 ans, t'en vois pratiquement. Non, exactement. C'est
cycle de vie, c'est 5 à 7 ans maintenant. Ouais. Puis c'était, tu sais, il faut comprendre que là, les gens sont habitués aux imageries 3D, là, mais à l'époque, c'était Ah non, c'était révolutionnaire ce que Nintendo a fait avec la chip. Ça. Et Star Fox, à l'époque, je me souviens, tout le monde avait la gueule à terre quand il voyait ça. Pourtant, aujourd'hui, c'était non ben laid. Ouais. Puis non, à l'époque, tu sais, c'était un paquet de triangles qui ressemble à un vaisseau spatial qui tire sur d'autres triangles. À l'époque, c'était génialissime. Là. C'était comme qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais. Puis évidemment, tu sais, quand ils ont annoncé la Super NES, ils ne veut pas Nintendo, c'est ces petites maisons. Oui, Sega, Sonic, Alex Kidd, des fois de même, mais ça a Mario à Zelda. Là, quand Nintendo dit on sort la Super NES, on dit avec la Super NES, on sort Super Mario 4, qui est devenu, qui n'a pas gardé le titre de Super Mario 4 longtemps, là, qui est devenu Super Mario World. Puis on dit on va sortir un nouveau Zelda, qui était pas mal un des Zelda les mieux cotés, qui est A Link to the Past, qui a encore été réédité récemment en HD pour la Switch. Puis la Wii, je crois qu'il faut que je vérifie. Là. Puis il y avait tous les créateurs, beaucoup de ce qu'on appelle maintenant des JRPG. Là. Square, dans le temps, Hudson Soft, était pas mal tout du bord Nintendo. Là. Fait on avait pas mal une dichotomie, c'est que Sega était très très sport, très très voiture de course, très très combat, violence, très très edgy en guillemets là. Puis Nintendo avait les classiques, tout le monde avait connu pendant l'enfance, Mario, Zelda, Metroid, Super Metroid qui était un des meilleurs jeux de la série aussi, qui avait réussi à avoir Street Fighter 2, ce qui était un coup de maître à l'époque. Puis ça leur a fait vendre les consoles. C'est ça qui leur a fait pratiquement gagner la guerre des consoles. Pas qu'ils l'avaient gagné à ce moment-là, mais qu'ils ont tellement vendu de consoles juste pour Street Fighter 2 qui était tellement un gros titre à l'époque à l'arcade. Oui, parce qu'à l'époque, les gens attendaient les jeux d'arcade qui sortent sur console. Ça, t'as plus ça à cette heure. Ouais. C'est une autre mentalité totalement. Mais c'est ça, t'avais la différence, c'est que t'avais Sega qui était plus un jeu, je pourrais dire, action-réaction. Ouais. Alors que Nintendo, c'était plus un jeu d'intrigue et de recherche. Ouais, mais tu avais des Final Fantasy sur Nintendo que tu n'avais pas sur Sega. À cette heure, tu l'aurais, là. C'est même plus un problème. Mais, Nintendo, on fait beaucoup de gros coups en achetant des gros studios comme Square, comme Hudson Soft, Square Enix. Ouais. Parce que dans le temps, c'était 2 studios séparés. Comme Capcom, qui ont été écrits pendant un certain temps avec eux autres. Puis, tu sais, plus leur titre interne. Ils ont sorti Donkey Kong aussi. Ils ont sorti des nouveaux titres, comme la série Donkey Kong, qui était majeure. Kirby a ressorti des boulamites aussi. Ben, c'est une petite boule, c'est une joke. Ah, boulamite, Kirby. Super Punch-Out, qui a été extrêmement populaire, qui était la suite de Punch-Out. Non, il y en a eu du jeu, là. Ou la série Star Wars, avec les Super Star Wars, Super Return of the Jedi, qui avait vendu assez fort aussi, là. Il y a eu beaucoup de gros classiques sur cette console-là. Dis-moi si je me trompe, mais moi, je me rappelle de la Super NES principalement pour Donkey Kong Country. Oui. C'était eux autres qui avaient ça, hein? Oui, c'est leur titre maison. Ouais. Parce que je pense que ça a été un des jeux les plus populaires au moment où ils ont sorti la console. Oui, c'était un des premiers jeux. C'était un 2D, mais il y avait un élément 3D dedans. Dans les deux qui ont sorti, c'est que il y avait un effet 3D sur les personnages que la chip, en guillemets, la puce permettait, mais que on a tenté chez Sega avec Vectorman, des trucs comme ça, mais qui étaient... Vectorman était très bon, mais c'était jamais au niveau de ce que Nintendo pouvait sortir à ce niveau-là graphiquement. Là. OK. C'était quoi la distinction? Ben, tu sais, comment ils sont arrivés à avoir une console qui était capable d'avoir une meilleure qualité de jeu de Nintendo à Super Nintendo? C'était quoi qui faisait la différence entre les deux consoles? Beaucoup plus de RAM. On passait aussi du 8 bits à 16 bits au niveau du CPU. Ce qui aidait beaucoup à l'époque, c'était un gros son en avant que Sega avait déjà fait avant. Mais ça a été le problème de Sega, c'est innover trop tôt. Ouais. Fait qu'ils ont ouvert un peu la porte à Nintendo en disant, gars, voilà ce qu'on a fait, puis ils avaient juste à le copier. Fait que ça a été un peu le cas, puis ils l'ont copié en mieux. Le Sega avait l'avantage, je crois, seulement au niveau du son, puis c'est sur les premières consoles. Il me semble que la carte de son était meilleure sur Genesis. Si je ne m'abuse, quelqu'un d'autre pour me dire le contraire totalement, mais la Genesis en général calculait plus vite. Selon les dires de Sega, avait une puissance de calcul plus rapide. Personnellement, je trouve que la qualité de son est beaucoup mieux sur le Sega que sur le Nintendo. Oui, mais en général, la Nintendo domine sur tous les plans parce que tout ce qu'il y avait à faire, c'est faire une Genesis en plus fort. Ouais.
Parce que quand on arrive sur la NES, la Super NES ou la Super Nintendo, dis-moi si je me trompe, mais de mémoire, on était rendu en stéréo au niveau du son. Les deux étaient en stéréo, je me souviens. Du moins, la part des modèles. Parce qu'il y a pas le Nintendo. Nintendo, la NES régulière, elle l'était pas, elle était mono. Non, elle n'était pas, elle était en mono. C'est ça, ouais, c'est ça. Un fil rouge, un fil blanc, that's it. Non, c'est ça. Mais quand on arrivait avec le Super NES, là, on avait le stéréo. Puis, gars, tu vois, il y a eu, jusqu'à la date, là, je vois qu'il y a eu 4 modèles ou 5 modèles de NES, de Super NES qui sont sortis. Parce que Sega en a eu 2. La Slim et la Fat, là, entre guillemets. Là. Je vais utiliser les termes de Sony pour ça. Là. Ouais, la grosse Genesis de départ, là, qui était tellement pesante que tu aurais pu tuer quelqu'un à l'échappant. Ça, c'est celle qu'on mettait. Parce que, dis-moi, à l'époque, quand on rentrait la Nintendo, on rentrait la cartouche. Non, c'était une cartouche qu'on rentrait dans un couvercle et on fermait le couvercle. Oui, puis la Super NES, c'est une cartouche qu'on met sur le dessus de la console. Qu'on met sur le dessus, comme le Sega faisait, exactement. C'est ça. Puis ça a été de même sur les 5-6 versions de la console. Il y a quelques changements cosmétiques. Là. Celle qu'on a connue plus, c'est celle avec les 2 boutons mauves là, sur le dessus. Là. Ça, c'est la Fat, ça? C'est la grosse? C'est la normale du Super NES. Super NES, les modèles sont toujours restés similaires. Okay. Au Japon, il y en a eu un peu plus de modèles différents qui étaient un peu plus petits. Mais ça n'a pas été Genesis, lui, il y a eu 2 modèles. La Slim, qui était celle qu'on connaît vers la fin, qui était un carré, dans le fond. OK. La noire, puis le gros rectangle là, qu'on avait au début, là, qui était très 1990 à rappeler vu son design. Là. Mais je le trouvais pas laid, le design de la Super NES au début. Avec, la Super NES, avec les boutons hauts. En plus, c'est des boutons slide. Ouais. C'est dur à casser. Là. Tu peux pas avoir un enfant qui allait appuyer dessus, puis à force d'appuyer trop fort, il allait le casser. Là, comme ça pour avec la Genesis. Là. Non, puis je trouvais le concept vraiment bien. Je te dirais même jusqu'à un certain point, pratiquement plus beau que la Genesis. Oui, la Genesis, la deuxième version, ça reste pour moi un must. Là. Mais elle était petite, elle était quoi, tu sais. Ouais. Sauf si tu mettais le Sega CD et le 32X dessus, là, ça devenait une abomination totale. Mais bon, oui, je l'ai fait. Mais non, comme moi aussi, je l'ai. Moi aussi, la mienne est encore, les 2 sections sont collées parce que tu achetais le couvercle en dessous. Là. Puis là, tu pouvais mettre ton CD connecté sur ta. Côté, puis là, tu as ton 32X dessus. Puis là, c'était vraiment quelqu'un d'étrange. Tu t'achetais un Game Genie, puis là, tu devais nager au plafond. Là. Oh mon Dieu. Mais non, la Super NES n'avait pas ces problèmes-là. Elle avait le port pour mettre le port CD avait été prévu de bonne heure. Okay. Il savait qu'elle allait le faire. Il ne savait pas qu'elle allait le faire Sony ou Panasonic ou un autre. C'est comme si c'est Sony qui a fini par avoir le pseudo-contrat puis à se faire tasser par Nintendo finalement. C'était déjà prévu que l'équipement Sega CD allait sortir sur la Super NES. Là. Mais ça, on ne l'a pas eu. Non, jamais eu. Il y a eu des prototypes qui sont promenés. Tu peux en trouver. Il y a quelques prototypes de Sega qui sont disponibles. Okay. Mais tu n'as pas. C'est au Japon, puis tu n'as pas 50 millions de jeux là-dessus. C'est vraiment des. Faut que tu sois chanceux de tomber là-dessus, puis déplie. Hein. Sors ton porte-monnaie, puis déplie. Déplie les pièces. Surtout aujourd'hui, c'est surtout pour les collectionneurs qui désirent ça. Non, c'est des consoles qui sont rendues pas nécessairement le plus difficile à trouver des jeux, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui collectionne cette console-là que oui, effectivement, il y a des jeux qui sont rendus très, très difficiles à trouver. Ouais. Mais il y en a beaucoup sur le marché. Là. Ça a été comme si c'est une époque où il y avait seulement 2 consoles. La NES a battu des records. La Super NES a battu des records. J'essaie de trouver les numéros de les ventes. Regarde, ils ont vendu 17,17 millions au Japon, puis 49 millions total dans le monde. Ah, c'est incroyable. C'est beaucoup de consoles là, qui se promènent là, de nos jours encore, probablement, parce que Nintendo, ça reste très solide. Là. Exact, mais la NES régulière, elle avait vendu plus que ça. Plus que ça, mais elle était sur le marché plus longtemps. Plus longtemps, c'est ça. Puis la compétition était peut-être un peu moins féroce du côté de Sega avec la Master System à l'époque. Là. Ouais. Ben écoute, c'était très niche Master System à l'époque. Là. Même Nintendo, quand il est arrivé, son plus gros compétiteur avant que Sega arrive, c'était Commodore 64. C'était pas de la grosse compétition. Sega, la Master System, ça a été une console qui était plus niche, puis surtout qui était plus européenne, entre guillemets. C'est pour ça que je l'avais, mon père est français. Fait que il a vu que dans son coin de pays, ça achetait des Master System, fait qu'il a acheté un Master System. C'est pas plus compliqué que ça, comme il avait acheté un ColecoVision avant, parce que c'est ça qu'il vendait dans son coin. OK. Si on regarde un petit peu l'historique de la Super Nintendo, es-tu capable de nous faire un résumé du début jusqu'à la conclusion, là, comment le marché a évolué puis comment
il a redescendu, s'il a redescendu pour forcer l'apparition d'une nouvelle console? Je dirais que ce qui a peut-être un peu forcé la main à Nintendo, c'est l'apparition de la PlayStation. Fait que là, on est arrivé avec la Nintendo 64, qui était encore une des seules consoles qui avait des cassettes, entre guillemets. Mais puis pas des CD. Qui a vendu pas mal moins parce que la compétition était beaucoup plus féroce à ce moment-là. T'avais dans le même domaine Sega, Sony puis Nintendo. Mais on était 3, t'étais plus seulement 2. Mais je pense que c'est surtout, comme dit, le move de Sony de dire « OK, vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça ». Qui leur a un peu forcé la main. À Sega aussi d'ailleurs, parce que ils ont sorti la Saturn pas longtemps après la 32X, qui était peut-être un peu la marche temporaire en attendant de pouvoir battre la Super NES là, puis de toffer la Genesis le plus longtemps qu'ils pouvaient là. Sinon, mais tu sais, Nintendo aussi a eu des éléments comme ça. Il y a eu le CD qui était tu pouvais aller en ligne avec un abonnement sur Super Nintendo au Japon seulement. OK. Et le début d'Internet. Puis tu avais aussi une cartouche qui était le Super Game Boy qui te permettait de jouer tes jeux de Game Boy sur ta Super NES. Mais ça, ils l'ont répété souvent. La GameCube avait la même affaire pour les Super Nintendo, les Super, pas les, la nouvelle Game Boy, la SP, la Game Boy Advance. OK. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, mais ça a commencé, comme dit l'annonce, c'était fait en 87, un peu autour du temps que Sega commence à faire plus de bruit avec l'arrivée de la Genesis. Ça a quand même pris 3 ans, fait qu'ils l'ont annoncé pas à la fin du développement, comme font souvent à Star, c'est qu'ils annoncent une console, puis il reste 6 mois, 1 an avant qu'elle sorte, tu sais. Là, on parle de 3 ans, là, fait qu'il était pas encore... D'après moi, il n'y avait rien dans les mains quand ils l'ont annoncé, là. Mais c'est ça, fait qu'ils sont arrivés, ils l'ont sorti en 90 au Japon, très grosse vente à ce moment-là. Après ça, un peu partout ailleurs en Asie, 91 en Amérique du Nord, puis 93 dans le sud-est de la planète. Elle a disparu, je te dirais... elle a disparu. La fin de son cycle de vie a été... j'essaie de trouver, là, vite l'année. 2005? Quelque chose de même, ouais. 97, Gatto, c'était le redesign de la console, fait que c'est pas sur la fin. Quand je parlais, il y a plusieurs designs, c'était le redesign en 97 pour sauver des sous, entre autres, là. Souvent, on sait que maintenant, Sony va sortir une version slim avec moins dur, moins cher à produire, souvent. Ça a duré jusqu'en 2003, okay. La production. Puis on était déjà à l'époque 64 bits à ce moment-là, 32 bits, 64 bits, comme 32 bits surtout, commençait là, 64 bits avec la Super NES parce que la Nintendo 64, excuse, parce que Nintendo a décidé de passer au-dessus de 32 bits pour y aller avec des jeux de la meilleure 3D. Ça a été un bon choix, je sais pas quand on était 32 bits là, mais ça a quand même été payant. Ils ont quand même battu la Saturn de Sega là. Mais pas la PlayStation. Non, pas la PlayStation. La PlayStation est encore un des tops. Ouais. Qui était le top. Et PlayStation 1 et 2, c'est pas mal les consoles les plus vendues de tous les temps. J'avais lu un article à un moment donné où est-ce qu'il y avait du monde qui faisait des critiques de vieilles consoles de jeux. Puis dis-moi si je me trompe, je pense de mémoire que c'était cette console-là qui faisait ça, mais il y en a qui disaient que leur console Super Nintendo, avec le temps, avait une tendance à jaunir. Oui, c'est du plastique gris, veux pas, c'est de l'oxydation du plastique. Là. OK. Ça se répare. Là. Si tu es capable de démonter ta console, tu peux la mettre dans du peroxyde quelques heures, puis au soleil après, puis le côté jaune va partir. Là. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a un peu aussi un marché de Super NES custom, en guillemets, c'est que le monde les font peinturer. Au airbrush, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de se mettre les mains là-dedans. Ouais. De nettoyer ça au peroxyde puis aux produits chimiques là, pour essayer d'avoir une console presque neuve. Là. Mais ça se fait. Là. Mais oui, il y avait celle-là. La Dreamcast avait le même problème de chez Sega parce qu'il l'a mis en gris aussi. C'est vraiment une question du plastique. C'est même pas une question de je la laisse à la lumière ou pas. Oui, ça aide pas parce que ça augmente la réaction du produit chimique dans la peinture et dans le plastique gris. Mais elle va finir par jaunir de toute façon. Parce que tu vois, moi, ma blonde, la sienne, est encore belle. Là. Elle est pas. Puis c'est sûr qu'elle est dans un meuble. Elle est une des rares, elle est chanceuse. C'est ça. Nous, elle est dans un meuble, là, puis elle est à l'abri du soleil et tout ça. Mais, moi, je me souviens, ma Dreamcast, je l'ai laissée à l'abri aussi, puis elle a fini par jaunir quand même. Là. OK. Pas partout, là, mais j'ai une manette qui est bien jaune, puis l'autre est bien grise.
Il y en a une qui est mieux conservée que l'autre. C'est ça. Il y en a une que je joue plus avec que l'autre, il faut croire. Là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment... oui, c'était un problème de la NES sur le long terme. C'est pour ça que vous trouvez, si vous voulez nettoyer la vôtre, la remettre en forme, là, il y a plein de tutoriels sur YouTube là-dessus de comment faire. OK. Au pire, vous pouvez démonter, simplement vous achetez un airbrush puis la peinturer comme moi, je suis le bord de faire avec ma Dreamcast. Là. J'ai pas de Super NES encore, mais éventuellement, ça va être dans mes achats. Je joue beaucoup sur émulateur dernièrement, parce que beaucoup des jeux sont faciles à trouver sur émulateur sur le PC. Autrement, c'est aussi assez facile aussi de trouver des consoles, entre guillemets, jobber, là. OK. Comment je pourrais dire, quel serait un terme mieux que jobber, surtout pour nos auditeurs français qui ne doivent pas comprendre le terme qui est très québécois, qui est le jobber, troisième partie, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Aussi que c'est pas Nintendo qui l'a produit, mais c'est un clone d'une Super NES que tu peux acheter. Il y a toute la série Retron qui existe, là, qui permet de jouer à des jeux Nintendo ou Sega. Puis qu'on peut s'acheter pour une centaine de 100 à 200 $, dépendamment, là, pour mettre une TV HD ou une TV standard, là, dépend de ce que vous voulez faire. Il y a plein de dénominations de cette console-là. OK. La Super NES, c'était-tu juste les cartouches qui allaient sur le dessus ou il y avait d'autres types de cartouches ou d'autres types de façons de jouer qui pouvaient se jumeler? On a parlé du CD, là, mais je pense le CD qui était mitigé, entre guillemets, mais c'était que de la cartouche. T'avais pas d'adaptateur, genre? T'avais l'adaptateur Super Game Boy pour jouer au jeu Game Boy sur ta télé, mais c'était tout, là, qui était un gros hit, là, qui est très difficile à trouver de nos jours aussi. Là. Okay. Parce que les gens qui l'ont le gardent. Oui, ça c'est sûr. Dans les jeux, parce qu'on regarde, il y a combien de jeux à peu près qui ont été faits pour la Super Nintendo? On tombe dans les centaines, voire les milliers de jeux. C'est-tu une des consoles qui en a le plus ou c'est vraiment Nintendo régulier? Je te dirais, gars, il parle de 1757 jeux sortis en Amérique du Nord. 717 en Amérique du Nord, puis 1757 total. Fait qu'on a eu plein de jeux qu'on n'a jamais eu en Amérique du Nord. Ouais. Fait que presque 2000 au total, partout dans le monde, mais probablement surtout au Japon. Parce qu'à l'époque aussi, on parle qu'on recevait tout en retard, mais on ne recevait pas tout nécessairement aussi. Fait que oui, beaucoup de jeux. Puis si on nomme des jeux, comme je dis, on va dans le top là. Zelda Link to the Past, qui était pas mal un gros hit. Chrono Trigger de chez Square Enix maintenant. Super Metroid, Final Fantasy 6, qui était le 4 pour de au Japon, mais qui était il y a une erreur de numérologie, là. Super Mario World, qui était super gros. Street Fighter 2, qui était le hit immense qu'on connaît. Super Mario World 2, qui était, normalement, on aurait dit Super Mario 5, là, mais qui est Yoshi, la première version de Yoshi, le petit. Et Super Mario Kart, le premier. Ouais. Star Fox, qui était comme le paquet de polygones triangulaires qui se tiraient dessus. Tellement le fun, Super Mario Kart. Moi, on l'a ici, le premier, puis c'est un de ceux avec lequel j'ai le plus de plaisir. Honnêtement, ils n'ont pas trop changé la formule depuis. Là. Non, c'est ça. Mon garçon, là, sur la Switch, Super Mario Kart Switch, là, puis 8, ou Infinity, dépendamment quand tu lis sur le... Mais ils n'ont pas changé la formule beaucoup, là. Ils ont peut-être changé le graphique un petit peu. C'est ça. Graphiquement, c'est différent, mais c'est ça. Star Fox, Secret of Mana, Mega Man qui était de retour, qui était très, très fort sur ça. Encore une fois, Capcom qui sont allés chercher, qui n'était pas sur Genesis. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui m'amuse. Mega Man était un de mes jeux favoris dans le Nintendo régulier. Mais j'ai jamais vu une grosse franchise de ce jeu-là. Mais il me semble que dans les super-héros indépendants, c'est pratiquement un des jeux les plus intéressants à jouer. En tout cas, tu vas me dire si je me trompe. Là, mais... c'est difficile, il faut que tu réfléchisses un peu à ce que tu fais. Ouais, exact. Tu peux pas tirer dans le tas et penser que tu vas t'en sortir, parce que si t'as pas la bonne arme d'arriver au boss, ça va te faire piler d'en face. Non, puis même en 2D, je trouvais les graphiques pour la NES intéressants. Ouais. Puis, tu sais, c'était le fun. Puis, tu vois, même quand on a tombé dans la Super NES, j'ai jamais accroché sur Mega Man. Je suis resté avec le Mega Man régulier du Nintendo original, que je trouvais tellement le fun. Là. Puis, je l'ai encore en haut, puis je joue des heures et des heures dessus, puis je me tanne pas. Là. Toute la série Star Wars, qu'on a déjà parlé dans les Star Wars. Les Mega Man X qui commençaient là aussi, qui était un peu la suite... spirituel de Mega Man qui était plus côté animé, plus côté histoire. Là. Puis Star Wars, c'était monopole Nintendo, je pense, à l'époque. Oui, à cette époque-là, il y avait que particulièrement. Un cas que Sega a eu avec la 32X, le Star Wars Arcade. Ouais.
Mais c'était celui-là jouer Star Wars, puis les Super Star Wars, c'était super bon, là, en passant. Ouais. Ben moi, c'est sûr que j'ai eu de la misère à jouer avec parce que c'est là qu'on va commencer à voir justement les jeux où tu es comme en avant-plan, puis là, il y a un effet de 3D là, en mouvement. Parfois, là, aussi, avec la puce là, qui permettait ça. Fait que là, je peux te dire que c'était la période où j'ai commencé à malheureusement arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que je commençais à avoir mal au cœur. Non, c'est ça. Toi, tu ne pouvais pas te le permettre. Moi, moins maintenant. Là. Moi aussi, avec mon oreille en moins, j'ai de la misère parfois. Là, mais non, effectivement. Tu vois, NHL 94, t'as la Super NES. Fait que finalement, EA a finalement sorti de quoi sur la Super NES, je m'en souviens même pas. Puis les jeux de Disney aussi étaient forts sur Super NES. Là, comme Aladdin était super bon, super beau aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'Aladdin était mieux sur la Genesis, mais je l'ai vu sur les deux. Honnêtement, je préférais la version Super NES, même si je suis un gars de Sega. Mais oui, effectivement, à partir de 94, tu vois qu'EA aussi s'est joint. Puis un des gros jeux que j'oublie souvent, un jeu de combat, qui était compétiteur direct de Mortal Kombat, Killer Instinct, était sorti sur le Super NES à cause de la chip, justement. Je mettais du 3D. OK. C'était pas super beau, mais c'était Killer Instinct. Ouais. Puis c'était des rares jeux que tu avais des fatalités sur la Super Nintendo qui permettaient un peu de ça. Ils avaient comme relâché un peu leur... Pour avoir l'exclusivité, je pense qu'il y avait de rare, ils avaient un peu relâché leur approche qu'il y avait eu avec Mortal Kombat. Là. Comme Mortal Kombat 1, dans le temps, c'était... C'était plus accepté dans la société. Ah non, Mortal Kombat 1, ça n'a pas passé. Non, je sais, mais je parle quand... sur Mortal Kombat 1, oui. Oui, c'est ça. Après ça, là, les gens, ils ont comme fait... Ah non, Mortal Kombat, je me souviens, les gens étaient horrifiés. Ah oui, je m'en rappelle. C'est ça. Puis écoute, nous autres, on avait le jeu vidéo, là, puis dans le temps que je travaillais dans un club vidéo, là, on avait le jeu, puis là, le patron voulait qu'on essaie de trouver une manière de bloquer le show, puis on était là, puis on avait beau y expliquer, il disait, il n'y a rien qu'on peut faire, là, pauvre toi, si le jeu est fait de même. Je peux pas ouvrir la capsule puis commencer à mettre de quoi puis à téléphoner. Je suis pas un informaticien, là. Je commencerai pas à piloter le jeu, là, tu sais. Ils ont mis le système de rating à cause de Mortal Kombat, justement. Exact. Mais quand même, il est sorti plusieurs années après Mortal Kombat. Fait que ça l'a laissé le temps, justement. Ouais, ça a laissé le temps à Nintendo un peu de relâcher sa politique du pas de sang, pas de fatalité. Oui, mais aussi de dire que la société s'habitue à ce type de jeu-là, parce que on va s'entendre que Mortal Kombat n'a pas été le seul jeu comme ça. Non, t'avais Time, t'avais plusieurs gens style qui ont embarqué sur la vague de Mortal Kombat par la suite. Exact. Là, et Killer Instinct en était un. Mais c'est ça, là, Nintendo, pour avoir cette exclusivité-là, avait décidé un peu de relâcher le tout, là, puis c'était moins... Killer Instinct était beaucoup moins pire que Mortal Kombat. Ouais. Ça le cachera pas, là, Mortal Kombat, le 1 et le 2, OK. Le 3 était plus une auto-parodie, souvent, là, mais le 1 et le 2, c'était brutal, là. C'était quelque chose. Je me souviens, là. On avait quasiment acheté Mortal Kombat 2, moi et mon frère ensemble, en cachette. On était au Computer Center à l'époque, ça n'existe plus, mais tes parents sont d'accord t'achètes ça? Oh oui, on a sorti nos sous tous les deux qu'on l'avait acheté, là. En sifflant comme des épais, comme on dit souvent, puis en gardant ça bien dans le sac le temps qu'on arrive à la maison, là. Aïe. Une dernière petite question même. Quelqu'un qui veut avoir des jeux qui viennent de l'Europe puis qui veut jouer sur sa console nord-américaine, tu peux pas mettre ça là-dedans, ça va marcher. Ou la puce, non, parce que c'est du pad, puis ici on est en NTSC. NTSC, en tout cas, on est en NTSC ici. Ouais. NTSC. Fait que tu peux pas, malheureusement. Tu peux, par contre, modifier une console Famicom, européenne ou japonaise, qui était sous le même code. Ce qui est drôle, parce que les Japonais et les Européens étaient sous le même code avant. Maintenant, c'est les Japonais et les Nord-Américains quand tu parles du Blu-ray. Fait que les zones sont différentes, ça me dérange à chaque fois. Là. Mais à l'époque, tu peux soit t'acheter une console européenne puis essayer de la pirater pour qu'elle marche au courant nord-américain ou une japonaise, puis à ce moment-là faire ça, ou y aller comme moi je fais, aller sur prendre ton PC, aller chez des émulateurs puis downloader des ROM qu'on appelle, qui sont les fichiers sources des jeux. Là. Je donnerai pas de site parce que je veux pas qu'on se fasse taper sur la tête. Et ça se trouve assez facilement. Là. La preuve, j'ai guiré notre ami Christophe avec justement... Chut, c'est pas tu le dises. Non, t'es pas censé, je vois que ça, toi. Non, mais je le dis parce que des fois, tu as des consoles qui ont peut-être des adaptateurs que tu permets de mettre, puis là, à ce moment-là, tu peux jouer le jeu. Non, je crois qu'il y a une puce qui existe que tu peux faire installer, mais c'est de la modification. Fait que là, encore là, tu vas modifier une vieille console, veux-tu vraiment t'embarquer là-dedans? Puis risquer de la briser puis de prendre de pièces. Après, quoi que pour la Spender, les pièces, il y a beaucoup de troisième parties qui en font parce que justement, il y a un gros marché de collectionneurs. Là. C'est pas mal le plus gros marché de collectionneurs dans le jeu vidéo, c'est la Super NES. Là. Donc, trouver des pièces, c'est
encore pas si pire. Des manettes, c'est encore pas si pire. Pas les originales, là, oubliez ça. Là. Mais c'est encore pas si pire que ça. On peut encore se débrouiller. Mais si vous voulez vraiment jouer des jeux japonais, je ne voudrais pas trop vous casser la tête. Trouvez-vous un émulateur sur votre PC. Puis c'est pas une grosse machine. Là. C'est du 16 bits. Là. Votre ordinateur, quand même, qui aurait 20 ans, je pense qu'il va le rouler en riant. Là. La console a vu sa fin, tu disais tantôt, en 2003. Ouais. Y a-tu d'autres choses à rajouter sur le Super NES? Des choses que les gens devraient surveiller si des fois ils réussissent à trouver une vieille console? Des affaires qu'il faudrait absolument qu'ils aillent dans leurs étagères? Comme je disais, le Zelda Link's Awakening, c'est oui. Le Mario, Donkey Kong, Star Fox, même si, comme je disais à l'époque, c'était c'est pas facile parce que c'est des triangles, mais c'est quand même un jeu révolutionnaire, tant qu'à moi. Le jour où je vais un Super NES, c'est un jeu que je vais pouvoir m'acheter, pas parce que je vais vouloir jouer pour l'aspect symbolique de la chose, parce que je suis pas tant sûr, contrairement à ce qui sort actuellement, c'est encore jouable, entre guillemets, là, dans le sens que ça fait comme Axe, c'est donc ben laid. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, là. Avec, c'est un Super Game Boy, si vous en trouvez un. Jouer à vos jeux Game Boy sur un grand écran, ça peut être le fun. Donc, ça reste noir et vert, parce que c'est pas noir et blanc, la Game Boy, mais ça... Moi, je savais pas que c'était... l'écran est vert en arrière. OK. Dans noir et vert, c'est pas... Bon, maudite affaire. Ils n'ont pas arrangé cette affaire-là. Ouais. Je pense que ça peut changer un peu de couleur, parce que c'est l'équivalent de la Game Boy Color. Là, fait que les jeux Game Boy Color rentrent en couleur. Là. Mais c'est pas mal ça. Là. Autrement que ça, je dirais non. C'est vraiment le plaisir de fouiller un peu sur Internet et dans les magasins de jeux vidéo usagés, là, puis de trouver des trucs là, qu'on pense pas des fois. Là, comme je dis souvent, aller à la chasse. Ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup de eBay, c'est beaucoup d'aller dans les places comme Philippe Jeux vidéo à Québec ou tu sais, des places comme ça qui ont vraiment des jeux plus rétro, là, parce que eBay Games et compagnie, ça, oubliez ça tout de suite. Là. Ouais, ben là, c'est ça. Ou tu sais, beaucoup d'Internet aussi, parce que celui de la pièce, oui, tu sais, les magasins, ils en ont pas nécessairement, mais sur Internet, ça déborde de magasins qui vendent que des pièces, comme je dis, de jobbers, entre guillemets. Là. Je vais introduire cette expression-là en France. On va dire jobber maintenant. Comme les Québécois. Fait que vous pouvez trouver des pièces de troisième partie facilement sur Internet, là, que ce soit chinoise ou nord-américaine, là, ça déborde sur les Internet. Mais c'est pas nécessairement, même si c'est un gros marché, ça reste un marché relativement niche. Là. Ouais. Parce que c'est pas Monsieur Tout le monde qui va dire ça. Aujourd'hui, je vais remettre à neuf une NES ou une Super NES. Je pense pas que votre papa va faire ça. Julien, passionné de ouais. Ah oui, non, effectivement. Hey, Julien, un gros merci. Et puis, écoute, il ne doit pas nous en rester tant que ça, là, des consoles à checker. Ah, je peux pas en trouver. Là. Je peux même te parler de la Wii U si tu veux la prochaine fois. Bon, on parlera de la Wii U le prochain. Ouais, c'est ça, on fera ça. On parlera. Là, si tu veux, on parlera de la Wii U, le projet le plus grandiose et le plus flop de tous les temps. Tu sais que je suis toujours partant pour les flops monumentaux. Ça, c'était l'horreur totale. Vendu. Hey, écoute, on se dit à une prochaine chronique de jeux vidéo. À la prochaine. Bye bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.